toutes et à tous pour cette première rencontre de la nouvelle saison de nos guillemets, avec un petit peu de retard cette année, parce que, comme vous le savez tous, nous avons eu les 40 ans en octobre de notre association. Donc, on commence un peu en retard par rapport aux autres années, mais ça n'en sera que plus riche et mieux. Alors, pour notre première soirée littéraire de la nouvelle saison, nous recevons l'historien Alain Ruscio pour son dernier ouvrage paru aux éditions La Découverte, intitulé « Les communistes et l'Algérie, des origines à la guerre d'indépendance 1920-1962 ». On peut dire qu'Alain est un habitué des lieux et qu'il est ici chez lui. Il y a quelques années, il nous présentait un ouvrage intitulé, certains d'entre vous étaient déjà là à l'écouter, Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS, avec une réflexion sur la fin de cette guerre d'indépendance et un appel à la vigilance, la nécessité aujourd'hui encore du combat anticolonialiste. Je rappelle qu'Alain a consacré l'essentiel de ses travaux à l'histoire coloniale de la France à travers une vingtaine d'ouvrages. A commencer par sa thèse de doctorat d'État, Les communistes français et l'Indochine. Du reste, l'Indochine a été son point de départ, si je puis dire. C'est également alors je vous communique cet ouvrage, si cela vous intéresse. Ho Chi Minh, écrit et combat. C'est un ouvrage, je crois, qui vient de paraître au temps des cerises. Donc cet aspect de ses recherches, jusqu'à une encyclopédie de la colonisation française qu'il a coordonnée et co-rédigée avec une centaine d'auteurs. Une somme de connaissances jamais réunies sur ce sujet, et dont 3 volumes sont déjà parus aux Indes savantes, si cela vous intéresse, et je pense que ça ne peut que vous intéresser. J'ajouterai également que tu as été journaliste à l'UMA, et que tu as toi-même milité de longues années au PCF. Alors, l'ouvrage en question, c'est un document exceptionnel. Le livre le plus complet, je crois, qui ait été écrit sur le sujet. Cet ouvrage est un essai critique de 661 pages et, dis-tu, 830 grammes. C'est dire si c'est une somme, non seulement matériellement, mais surtout par la profondeur de la recherche et le travail qu'il nous présente. Une somme exceptionnelle d'informations, de connaissances, voire de révélations même, qui sont le fruit de 2 années de recherche dans diverses archives, dont celles du PCF, qui sont ouvertes à la consultation depuis 2003. Donc c'est une des recherches dans les mémoires, les témoignages, appuyés sur des sondages de l'époque. À ce propos, je crois qu'il faut préciser qu'Alain est à ce jour le seul historien à avoir consulté méthodiquement toutes les archives du PCF sur cette question. C'est dire si l'ouvrage est consistant et pleinement documenté. Alors, l'ouvrage, très succinctement, se structure en 3 parties. Disons que la première résume les différentes étapes de l'histoire du rapport des communistes français à la question coloniale, et en particulier celle de la colonisation de l'Algérie dans une France colonialiste dans ses profondeurs. Et ça, on y reviendra. Les 2 autres parties étudient les engagements, et là je reprends tes termes, les engagements et les errements du PCF et du PCA de 54 à 62. La 3e partie analysant plus précisément l'attitude d'acteurs, militants et aussi dissidents. Ainsi évoque-t-on les figures d'Henri Alleg, Maurice Audin, etc., mais aussi ceux que l'on appelait les soldats du refus, l'engagement des avocats, des intellectuels, etc. Alors, d'abord, Alain, je voudrais te poser une question de méthode, de méthodologie. Tu écris dans ton introduction
Ce livre entend s'inscrire dans un courant déjà ancien de renouvellement de l'historiographie sur le fait communiste. Est-ce que tu peux préciser ta démarche? Oui, bonsoir et merci de m'accueillir de nouveau dans ces lieux que effectivement je commence à connaître bien. Alors, le renouvellement, il se trouve que j'ai été, quand j'étais jeune étudiant en histoire, et tu l'as dit, militant communiste, et les choses dans mon esprit étaient associées, il se trouve que j'ai été un petit peu de la génération de... Alors, on ne va pas parler de putschistes, mais de ceux qui ont pris un petit peu le pouvoir au sein, disons, de cet ensemble général qui s'appelle l'histoire du communisme français. Je m'explique. Jusqu'aux années 60, 65, 70, l'histoire du communisme français était écrite par les dirigeants. Par les dirigeants, il s'agissait d'une histoire officielle qui avait ses qualités, mais qui avait également les défauts de la géographie, pour aller vite. Hein. Donc, c'est-à-dire d'une histoire lisse, sans méandre, sans souci, sans hésitation. Et le parti avait eu forcément, durant toute son histoire, raison. Évidemment, je parle peut-être un petit peu au nom d'une génération, certains noms vous sont sans doute connus, Serge Volikov, Roger Martelly, Roger Bourderon qui vient de décéder et qui malheureusement sera enterré demain, qui était plus vieux que nous, Daniel Tartakovsky, enfin voilà des noms que vous connaissez sans doute. Nous étions tous jeunes politiquement très engagés, très fiers de nos engagements, et en même temps un peu hérités de cette histoire trop lisse. Et on a progressivement forgé le concept, qui vaut ce qu'il vaut, mais de banalisation de l'histoire du communisme français. Banalisation, ça veut dire le considérer comme un objet d'histoire comme un autre. Avec donc les méthodes habituelles de l'histoire critique, c'est-à-dire la recherche dans les archives, le fait qu'il y ait, lorsque dans des archives ou dans des témoignages divers et variés, on trouvait des choses qui allaient contre nos convictions ou contre l'histoire simple du PCF, eh bien de ne pas les cacher. De ne pas les cacher, c'est aussi simple que ça. C'est l'idée un petit peu de secret de famille, si vous voulez. Il fut un temps où il y avait les secrets de famille, il était mal vu de parler autrement de Gabriel Péry ou de Guy Moquet que comme des héros. Eh bien, il fallait à un certain moment briser ce type de schéma. Donc voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et j'ajoute, puisque Marie-Joëlle a parlé de ma thèse qui a été soutenue en 84, à une époque où j'étais militant communiste encarté, comme on dit, j'ajoute qu'entre mon travail sur les communistes et l'Indochine et mon travail sur les communistes et l'Algérie, c'est donc passé 30 années, donc 30 années d'évolution politique de ma part, mais il me semble que la même méthode a pu être appliquée et qu'effectivement, alors avec évidemment cette différence assez fondamentale, c'est que l'histoire du communisme en relation avec l'Indochine est une histoire simple, relativement simple. Les relations entre les dirigeants du PCF et les dirigeants du Viet Minh, je vous rappelle qu'Ho Chi Minh était lui-même un fondateur du PCF et un ancien de l'Internationale communiste, ces relations étaient simples, et ces relations étaient fraternelles, ces relations étaient celles d'un combat commun avec des objectifs communs. Ce n'était évidemment pas le cas avec les nationalistes algériens, et on y reviendra. Donc voilà, ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette idée, c'est que, eh bien, le public, les lecteurs sont majeurs, ils sont capables de lire des choses. Des communistes, disons, orthodoxes m'ont parfois dans des débats dit Alain, tu as dit des choses dures pour nous, ça nous a fait mal, mais il fallait peut-être quand même à un certain moment les dire. Bref, oui, il fallait dire par exemple que les analyses du PCF sur les massacres du Constantinople de 1945 étaient absolument abominables, il fallait le dire. Et pourquoi continuer à le cacher alors que tout lecteur, toute personne cultivée qui connaît un peu l'histoire de l'Algérie et de la France sait que ces choses-là se sont produites. Donc voilà, l'autre aspect, effectivement, et merci de le signaler, les archives du PCF en tant que telles sont ouvertes depuis 2003 ou 2003, je crois, et c'est vrai que les collègues archivistes qui les gèrent ont dit qu'aucun historien avant moi ne les avait regardées systématiquement. Je ne dis pas, il y a bien sûr des collègues qui ont été voir tel ou tel dossier, tel ou tel
mais les archives du PCF sont très riches. Alors, elles ont peut-être été édulcorées, elles ont peut-être été auparavant un petit peu... et certains documents peuvent être éliminés, nul ne peut le savoir. En tout cas, celles que j'ai pu consulter, il y a les dossiers de Léon Feix, il y a les dossiers d'Étienne Fajon, de Paul Laurent, il y a les dossiers de la Commission centrale de contrôle politique, etc. Et tout ça, il y a les dossiers, bien sûr, des comités centraux, on peut entendre, il y a même des bandes son. On peut entendre les débats entre membres du comité central, c'est assez émouvant d'ailleurs d'entendre la voix de gens qui sont disparus. Il y a les procès-verbaux des bureaux politiques. Donc, tout ça, je les ai regardés un par un et j'ai confronté. Après tout, c'est un travail artisanal finalement. Ton souci, et tu l'exprimes dans l'introduction, est aussi de mettre fin à une certaine polémique. Autrement dit, pourquoi ce sujet a-t-il longtemps été polémique ? Oui, c'est un paradoxe d'ailleurs, je trouve, parce que, je le dis dans la toute première page de mon bouquin, avant que ce livre existe, j'avais déjà participé à des débats sur l'Algérie, et plus particulièrement sur la guerre d'indépendance, et j'avais remarqué une chose, c'est que très souvent, les discussions tournent essentiellement et parfois seulement autour de l'attitude du PCF. C'est quelque chose qui était assez étonnant, de constater que des gens qui avaient été soit des témoins, soit des gens qui s'y intéressaient, soit des acteurs des événements, oubliaient que François Mitterrand a signé 45 fois des accords pour envoyer des patriotes algériens à la guillotine, oubliait le rôle du Parti socialiste SFIO, oubliait le rôle de De Gaulle qui n'a pas été l'homme de l'indépendance de l'Algérie, mais qui a été l'homme qui a à un certain moment été réaliste, mais qui auparavant avait quand même mis en application le plan Châle, qui était le plan le plus éradicateur de toute éradicateur, on dit non, éradicateur de toute l'histoire de la guerre d'indépendance, etc., etc. Le MRP, Georges Bidault, qui a eu des lourdes responsabilités pendant la guerre d'Algérie et qui ensuite a été l'un des chefs de l'OAS, après Salan. Enfin, tous ces gens-là étaient miraculeusement oubliés ou épargnés, et on n'accusait que les communistes en mettant en lumière leurs hésitations, leurs erreurs, les pouvoirs spéciaux dont on va parler, tout ça. Donc, je n'ai pas eu la prétention d'être un redresseur de tort ou quelqu'un qui voulait absolument rendre justice à un courant politique, mais j'ai eu la prétention, je peux le dire, en tout cas de braquer les objectifs sur tous les aspects de la politique de ce parti, et de considérer que finalement, il ne méritait, je reprends, je crois, un vers de Racine dans mon introduction, il ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, donc, ni l'un ni l'autre. Tu as parlé tout à l'heure de famille, et effectivement, j'ai souvent relevé ce terme dans ton ouvrage, à propos des communistes. Tu parles de famille franco-algérienne. Pourquoi ce terme, famille ? D'abord parce que je crois que ça correspond à une réalité de terrain. Lorsqu'on regarde l'histoire humaine du communisme en Algérie ou en France, on s'aperçoit qu'il y avait véritablement un petit peu cet esprit de famille, cet esprit de fraternité, ces relations humaines à l'intérieur de mouvements. N'oublions pas que cette famille politique était en permanence minoritaire et parfois en but à la répression. Donc cette espèce un petit peu de lien d'amitié qui était très fort et qui était assez exceptionnel finalement. Je parle du PCF de la grande époque. C'était sans sous-estimer le fait qu'il pouvait évidemment y avoir des arrivistes, qu'il pouvait y avoir évidemment des calculateurs, et qu'il pouvait y avoir évidemment même des procès. Charles Tillon a parlé d'un procès de Moscou à Paris. Donc évidemment tout ça existait. Mais il y avait quand même cette idée un petit peu qu'aujourd'hui on peut considérer peut-être comme utopique, de dire que les communistes appartenaient à cette partie de l'humanité qui était à l'avant-garde et qui était en train d'obtenir, de viser en tout cas la libération totale de l'humanité. Donc cet esprit un petit peu de fraternité. D'ailleurs, pour ceux qui ont appartenu à un moment ou à un autre
à cette famille, on sait que en général, les courriers se terminaient toujours par l'adverbe fraternellement. Donc, fraternellement, ça disait bien ce que ça voulait dire. Nous étions tous des frères. D'ailleurs, le terme a été également repris par les patriotes algériens. Mais nous avions cette fraternité de combat. Et, pardon, j'ajoute, et on viendra sans doute plus particulièrement au rang, je ne parle pas seulement au Parti communiste algérien, mais au rang des communistes algériens, j'ajoute cette chose qui était quand même quasiment unique dans l'histoire, c'est l'union au sein, dans les rangs des communistes algériens, avant même l'existence du PCA, des trois grandes catégories de population qui vivaient donc ce qu'on appelait rapidement les musulmans, les juifs et les européens, les pieds noirs ou pas pieds noirs. Je vous signale qu'Henri Alleg n'était pas pied noir d'ailleurs. Enfin voilà, il y avait cette union qui n'effaçait pas parfois les différences d'analyse. On s'en apercevra assez vite dès novembre 1954. Mais malgré tout, il y avait cette union qui était absolument exceptionnelle au sein du Parti communiste algérien. On va parler du PC français. Il y a eu une évolution sur la question coloniale entre la naissance du PCF et le déclenchement de la guerre d'indépendance. Est-ce que tu peux nous en retracer les différentes étapes, les principales étapes? Oui, donc là, c'est un véritable récit linéaire qu'il faut faire. Donc, juste rappeler une première chose. Là aussi, quand j'étais jeune étudiant, on avait un livre qui était une sorte d'explication de texte du Congrès de Tours. Je me rappelle le Congrès de Tours 1920, fondation du PCF. Ce livre s'appelait « La nuit finie à Tours ». La nuit finie à Tours. Ça voulait dire que avant la naissance du PCF, c'était la nuit, et après l'existence du PCF, c'était la clarté. Évidemment, ce n'était pas vrai. Évidemment, ce n'était pas vrai. Évidemment, ce manichéisme était une façon de décrire l'histoire. Et donc, les premiers communistes, c'était les anciens socialistes. C'est une chose qu'il faut avoir en tête. Bon, ça paraît peut-être en français une porte ouverte, mais ne pas oublier quand même que, d'abord au Congrès de Tours, les trois fédérations, puisque c'était encore des fédérations de la SFIO à l'époque, les trois fédérations de la SFIO, Constantine, Alger et Oran, ont voté très massivement pour l'adhésion à l'internationale communiste, et donc sont devenus communistes. Il y avait parmi eux quelqu'un que vous connaissez forcément, qui était Charles-André Julien, qui était conseiller municipal d'Oran, je crois. Et donc voilà, tous ces gens-là avaient un enthousiasme pour la révolution d'octobre, pour la radicalité bolchevique, etc. Avec cette particularité qui a éclaté assez vite après le Congrès de Tours, c'est que, et ça peut paraître paradoxal de le dire aujourd'hui, les socialistes qui sont devenus communistes en 1920, donc les Algériens, ont accepté tous les aspects de la nouvelle politique de l'internationale communiste, sauf la 8e condition, qui était la condition justement qui concernait la question coloniale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ce paradoxe assez extraordinaire, c'est qu'ils ont tous voté avec enthousiasme, c'était des chiffres qui allaient de 95 à 100% pratiquement. Ils ont tous voté pour l'adhésion à l'internationale communiste, mais en oubliant cette chose, que l'internationale communiste leur demandait désormais d'abord d'intégrer les indigènes, comme on disait, dans les rangs du nouveau Parti communiste, et puis également de lutter pour les droits des indigènes et pour l'indépendance. L'indépendance figure immédiatement dans les textes de l'internationale communiste et n'ont pas été pris en compte par les premiers communistes algériens. Donc je vais très vite. Les premières années, c'est incontestablement des années de balbutiement. On a même retrouvé un texte dénonciateur de Trotsky contre les communistes algériens qui parlait d'une mentalité esclavagiste. Donc vous voyez, ça allait très loin. Donc il a dû y avoir une sorte de coup de balai qui a été insufflé, qui a fait que tous les premiers dirigeants communistes algériens sont repartis vers la SFIO rapidement. Et donc le coup de balai était un petit peu inspiré d'abord par Moscou, et puis ensuite par le Parti communiste français. Et à cette occasion, je cite toujours un homme très important dans l'histoire de ce parti, qui est Paul Vaillant-Couturier. Paul Vaillant-Couturier a fait plusieurs voyages en Algérie en essayant un petit peu de taper sur la table. Et progressivement, il y a eu une prise en compte de ce que demandait l'international, et en particulier du terme indépendance. Le terme indépendance a été prononcé pour la première fois en terre algérienne, non pas comme certains le pensent encore aujourd'hui, non pas par Messal et Hadj, mais par les communistes dès 1925.
1925, le mot indépendance figure dans la presse communiste, presse évidemment extrêmement soit quasi clandestine, soit pourchassée, mais en tout cas le terme existe. Simultanément, en métropole, c'est la fondation de l'Étoile nord-africaine également sur initiative communiste, et l'Étoile nord-africaine va très rapidement également adopter le mot d'ordre d'indépendance. Après, on va parler, bien sûr, des divorces. En tout cas, voilà, cette période, ce n'est d'ailleurs pas tout à fait, ce n'est pas du tout une coïncidence, parce que si vous vous souvenez de la chronologie des choses, cette période, c'est la période de la guerre du Rif. La guerre du Rif, c'est un phénomène considérable dans l'histoire coloniale, qui est malheureusement totalement oublié aujourd'hui. Le fait que Abdelkrim ait réussi à soulever son peuple, donc au nord du Maroc, je rappelle, et qu'il ait d'abord vaincu l'armée espagnole et qu'ensuite il ait réussi à tenir tête longtemps à l'armée française, dirigée d'abord par Lyautey et ensuite par Pétain. Bon, la guerre du Rif, c'était un moment extrêmement important. Et c'était le premier grand combat internationaliste des communistes en Algérie et en France. Donc c'est le moment vraiment d'une affirmation d'un anticolonialisme flamboyant. Donc je vais très vite sur les périodes de grande. Je vais très vite sur la période qui suit. C'est une période au cours de laquelle il va y avoir, par exemple, j'ai parlé de Messa Hadj, qui va assez rapidement devenir le principal porte-parole de l'Étoile nord-africaine. C'est une période au cours de laquelle il va y avoir, on va dire, une prise de distance mutuelle d'ailleurs de la part de l'Étoile et de la part du PC, de la part de la métropole, prise de distance mutuelle, avec des objectifs en commun, avec malgré tout des initiatives en commun. J'ai retrouvé beaucoup d'initiatives à la mutualité, à la salle Bagram, dans des salles comme ça. Il y avait des meetings en commun, mais avec une méfiance incontestable. Bon, Messa Hadj, qui avait adhéré au Parti communiste français, je crois, en 25 ou 26, va assez rapidement le quitter. Et l'Étoile nord-africaine va avoir une sorte de cheminement parallèle. Et les parallèles ne se rencontreront jamais, et il y aura même une divergence, puisque le grand tournant de la politique communiste sur la question coloniale, c'est le Front populaire. Je dis souvent, et parfois dans les auditoires de gauche, ça fait parfois un peu grincer des dents, que le Front populaire et la résistance sont les deux plus grands moments de l'histoire démocratique du XXe siècle en France, et c'est en même temps les deux plus grands renoncements à l'idéologie, au combat anticolonialiste, puisque aussi bien au Front populaire que sous la résistance, le combat anticolonialiste va être mis sous le boisseau, et le Parti communiste français va prendre sa part dans ce renoncement, puisque le mot d'ordre d'indépendance va disparaître au profit d'une théorie selon laquelle l'union des peuples colonisés et du peuple français peut réussir à, non pas à parvenir à l'indépendance, mais à démocratiser progressivement la situation coloniale. C'est pas dans ces termes-là que c'est exprimé, mais c'est quand même cela que ça veut dire. Donc pendant toute cette période, toute la période de Front populaire, et on peut dire que ça couvrirait même ensuite jusqu'à l'Union française de 45, 46, 47, pendant toute cette période, l'idée que la gauche française, par une politique de réforme, par une politique de compréhension, par une politique de cessation de la répression dans les colonies, que cette gauche française pourrait permettre de solutionner, ou en tout cas d'avancer vers une solution de la question coloniale. C'est une utopie, on le sait aujourd'hui, mais c'est une utopie qui a porté très loin, puisque ça a amené, par exemple, le gouvernement de Front populaire à dissoudre l'Étoile nord-africaine, et le Parti communiste français, et l'Humanité en particulier, à approuver la dissolution de l'Étoile nord-africaine. Donc on imagine les plaies qui pouvaient être ouvertes. Je continue. Alors écoute, oui, justement, il y a les massacres du 8 mai 1945, cette histoire, ça fait partie, c'est l'une des étapes. Quelle était la position du PCF par rapport à cette tragédie? Bien, donc j'ai dit tout à l'heure Front populaire et résistance. Il faut bien voir que le programme du Conseil national de la résistance sur la question coloniale était extrêmement modeste.
on prévoyait un certain nombre d'améliorations sociales du sort des populations indigènes. Mais guère plus, la conférence de Brazzaville de 1944, dirigée par De Gaulle, était une conférence totalement réformiste et qui écartait absolument toute idée d'indépendance. Et les communistes collent à ce programme. Les communistes considèrent que la France nouvelle peut avoir un rayonnement, France nouvelle c'est l'expression de l'époque, hein, peut avoir un rayonnement international et que ce rayonnement peut permettre au peuple colonisé effectivement de profiter de ce rayonnement. C'est l'époque par exemple où Maurice Thorez évoque pour la première fois en 1946, donc c'est pas par hasard, en 1946, Maurice Thorez évoque la possibilité d'aller au socialisme par d'autres chemins que celui des bolcheviks, c'est-à-dire autrement que par une révolution violente. Et donc l'idée c'est que le PCF à l'époque influence un quart des Français. Ils ont annoncé officiellement 1 million d'adhérents, ils ne l'ont jamais eu, mais ils sont sans doute de l'ordre de 700 000 adhérents, donc une force militante très forte. Il contrôle la CGT, il a une aura considérable. Je vous rappelle que le pays le plus populaire en 1945, c'est pas les États-Unis, c'est l'Union soviétique. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il n'est pas de bon ton de dire, mais les Français de 1945 considèrent à juste titre que c'est l'armée rouge qui a été la force principale qui a brisé la machine de guerre nazie. Donc voilà, il y a tout ce prestige communiste qui fait que les dirigeants du PCF considèrent qu'il est possible, finalement, plutôt que de laisser des peuples colonisés conquérir par eux-mêmes leur indépendance, qu'il est possible d'arrimer ces peuples à une France démocratique. Donc c'est la matrice un petit peu du raisonnement qui va se révéler absolument catastrophique du printemps 45. Au printemps 45, alors n'oubliez pas une chose malgré tout, c'est que c'est une période où les journaux tirent pour ceux qui peuvent regarder dans les bibliothèques, les journaux c'est une feuille, hein, c'est un recto verso à l'époque. Hein. Donc les informations qui filtrent d'Algérie sont très faibles. Mais ça n'empêche que la première réaction des communistes et de l'humanité en particulier face à l'insurrection, face en tout cas aux événements avec les guillemets nécessaires du Constantinois de mai 1945, la première réaction c'est une condamnation, c'est un renvoi dos à dos des agresseurs et des agressés, et c'est des termes qui vont ensuite eux aussi peser très, très lourdement, puisque on parlera des collaborateurs, enfin des collaborateurs directs ou indirects des nazis, etc., etc. Donc il y a même pas je cherche le mot, un mot plus fort qu'erreur en tout cas. Il y a une analyse catastrophique de ce qui s'est passé au printemps 45, analyse qui sera très progressivement rectifiée, donc on peut dire à partir de l'automne 45, mais les plaies seront toujours ouvertes et les communistes n'ont pas compris ce que Kateb Yassine par la suite appellera le véritable début de la guerre d'Algérie. Bon, beaucoup d'entre vous ici en sont persuadés, je pense. C'est en mai 1945 que la guerre d'Algérie véritablement commence et les communistes sont passés à côté de l'analyse de cet événement majeur. La naissance du PCA maintenant, à quel besoin spécifique correspondait la fondation du PCA? Bien. Je vous ai dit tout à l'heure, donc 1920, les communistes, les socialistes d'Algérie votent pour l'adhésion à l'internationale communiste. De 1920 à 1936, les trois fédérations, donc je rappelle constantinois, algérois et oranais, vont être les fédérations du Parti communiste français, jusqu'à comme la Meurthe-et-Moselle, comme le Pas-de-Calais, etc. C'était des fédérations. L'internationale communiste va assez rapidement insister. N'oubliez pas, c'est une période de hiérarchisation du mouvement communiste international. Les communistes se considèrent comme tous membres d'une armée de lutte contre l'impérialisme et qu'il doit y avoir une forte discipline pour vaincre cet impérialisme. Donc Moscou va insister beaucoup, on a beaucoup de textes que je cite dans mon bouquin, de rappel à l'ordre en disant aux communistes français il est temps maintenant de donner une réelle autonomie aux communistes d'Algérie et donc de fonder un parti communiste algérien.
Donc le Parti communiste algérien sera fondé en octobre 1936. Mais il faut bien voir qu'avant 1936, dès avant 1936, un effort de formation de cadres, entre guillemets, musulmans, avait été fait, qu'un certain nombre de premiers cadres d'importance des rangs communistes algériens avaient été formés. Et donc il va y avoir dès ce moment-là la volonté de faire en sorte que les rangs communistes en Algérie ne soient pas constitués seulement d'Européens, soient constitués également d'indigènes, comme on disait à l'époque, ce qui amènera d'ailleurs un débat très vif dans les rangs communistes sur la question de l'islam, par exemple. Ça amènera un débat très vif sur le thème, est-ce que... Alors bon, il y a la vieille idée qui se prétend marxiste, selon laquelle la religion est l'opium du peuple. Je signale que Marx c'était autre chose que ça. Il n'a pas dit seulement que la religion était l'opium du peuple, il a dit également que c'était une forme de protestation contre la situation des pauvres ici-bas. Donc la religion n'est pas seulement l'opium du peuple, elle peut être également un levier. Et donc les communistes de métropole les plus éclairés, disons, les plus compréhensifs, et je cite de nouveau Vaillant Couturier, mais également quelqu'un peut-être qu'on critiquera par la suite, mais qui a eu un rôle important, c'est Maurice Thorez. Maurice Thorez qui fait un premier voyage en 1934, qui va imposer dans les rangs auprès des communistes européens d'Algérie le fait que des musulmans doivent et doivent adhérer dans les rangs communistes, et il va y avoir donc cette formation, y compris d'ailleurs, on trouvera, ça c'est un petit peu plus tard, au moment de la guerre d'indépendance, on trouvera dans les rangs, ou avant la guerre d'indépendance, dans les années 50, on trouvera dans les rangs du Parti communiste algérien des paysans absolument analphabètes, merci au colonialisme, mais qui étaient des gens qui comprenaient fort bien ce qu'était la lutte des classes, et donc qui étaient des acteurs du mouvement social. Et donc, voilà, le Parti communiste algérien est fondé en octobre 1936, mais on ne peut évidemment pas parler à l'époque d'une réelle et totale autonomie du PCA. Les communistes français considèrent à ce moment-là, encore une fois, qu'ils ont une sorte de droit de regard, droit d'aînesse, on peut appeler ça comme on veut, de leur part sur la politique du Parti communiste algérien. Et je signale, puisque j'ai dit du bien de Thorez à l'instant, je peux en dire maintenant un petit peu de mal, je signale que Maurice Thorez fait son fameux voyage qui parle de la nation algérienne en formation, en février 1939. C'est-à-dire il fait ça 3 ans après la fondation du Parti communiste algérien, et c'est pourtant un communiste français qui vient dire en terre algérienne quelle est la stratégie à mener. Donc vous voyez, c'est quand même une autonomie assez relative qui par la suite par contre s'affirmera et qui sera beaucoup plus importante au moment de la guerre d'indépendance. Alors on constate que la classe ouvrière française, et tu en étudies justement tous les ressorts dans ton ouvrage, semblait plutôt pro-colonialiste dans son ensemble. Est-ce qu'elle a évolué et dans quel contexte? Alors, la classe ouvrière, est-ce qu'elle était plus colonialiste ou moins colonialiste que la masse? J'ai pas de réponse. Il peut y avoir des nuances. Ce qui est certain, par contre, c'est que la grande majorité, ça c'est une chose qu'il faut rappeler en permanence, parce que ça évite tout anachronisme. Il faut rappeler en permanence que le parti colonial avait réussi à conquérir les esprits de l'immense majorité des Français. C'est une chose qu'il faut dire en permanence. La deuxième plus grande affluence de toute l'histoire des expositions en France est celle de 1931, avec l'exposition coloniale de Paris-Vincennes. Il y a eu 33 millions de billets vendus. Ça veut dire 33 millions de Français y sont allés. Hein. Il y avait à peu près 40-45 millions de Français à l'époque. Mais les historiens considèrent qu'il y a eu à peu près 8 millions de Français qui ont visité l'expo coloniale. L'expo coloniale, c'était quoi? C'était voir les indigènes, pas forcément en cage, mais en situation de travailler le cuivre, travailler le cuir, faire de gentils nègres, de gentils arabes, etc. Donc voilà, c'était l'idée générale. Et les Français ont été formés sur les bancs de l'école
par exemple par la notion, avec la notion de race. La race blanche était évidemment la plus belle, la plus intelligente, celle qui était porteuse des Lumières, etc. Et les autres races étaient avec une graduation, etc. On apprenait ça aux enfants des écoles jusqu'à la 4e République. Bon, certains d'entre vous, les moins jeunes, s'en rappellent peut-être un petit peu. Jusqu'à la 4e République, on apprenait ces choses-là. Quand on allait au cinéma, on voyait Pépé le Moko, où tous les rôles d'arabes étaient des arabes algériens, on s'entend ici, hein, étaient tenus par des acteurs européens, parce que ces malheureux indigènes étaient incapables de figurer devant une caméra, etc. etc. La chanson coloniale, j'ai fait un livre sur la chanson coloniale dans lequel je reprends un certain nombre de chansons, et j'ai eu la surprise de constater que quand j'en parlais dans des auditoires, beaucoup de gens se rappelaient, je ne vais pas vous les faire chanter, mais c'est nous les Africains, la cabane bambou, ma tonkinoise. Oui, bien sûr, ça fait rire aujourd'hui, mais imaginez ce que ça représente. Imaginez ce que ça représente pour de l'imprégnation dans la population de cette idéologie colonialiste qui avait triomphé. Alors je cite un exemple, parce que là, je vais reprendre mon bouquin. Fin 1949, je crois que c'est l'IFOP, il y avait déjà des sondages d'opinion à l'époque, hein, fait un sondage d'opinion sur, en gros, pour aller vite, le bilan de la colonisation française. C'est page 20, hein, si tu veux. Alors, 49, donc, pour resituer 49, on est 4 ans après les massacres de Sétif, on est 2 ans après les massacres de Madagascar, on est en pleine guerre d'Indochine, donc vous voyez, normalement, aujourd'hui on se dirait que tout le monde parlait de la colonisation et tout le monde pensait que c'était une saloperie absolue. Et bien écoutez les résultats. 49. La France a-t-elle bien travaillé dans les territoires d'outre-mer? 45% des Français disent oui. Les Français qui estiment à l'opposé que leur pays n'avait pas bien travaillé étaient 5%. 49. La France, deuxième type de question, la France a-t-elle intérêt, c'est-à-dire pour le niveau social des Français, la France a-t-elle intérêt à avoir des territoires outre-mer? 81% des Français disent oui, et 2% des Français disent non. 2% des Français. Donc, on est bien au-delà, d'ailleurs, des forces organisées de la gauche. Et alors, pour maintenant répondre plus directement à ta question, la classe ouvrière n'a pas été épargnée. C'est un des mythes qui malheureusement n'a pas tenu devant l'histoire, de dire que les ouvriers étaient spontanément internationalistes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, tous les témoignages concordent pour dire que l'internationalisme dans la classe ouvrière a été une greffe pratiquement en état permanent de rejet, avec un volontarisme. Moi, je m'inscris en faux contre certains schémas qui disent oui, les dirigeants n'en ont pas fait assez, mais les ouvriers auraient été spontanément internationalistes. À mon avis, c'est le contraire. À mon avis, c'est le contraire. Et j'ai beaucoup d'exemples quand j'ai travaillé sur l'Indochine, maintenant sur l'Algérie, où il y avait véritablement un volontarisme, une volonté quasi pédagogique de la presse communiste ou de la presse cégétiste de combattre l'idéologie colonialiste, de combattre l'idéologie raciste. Eh bien, malheureusement, ça n'était pas toujours... C'était vrai pour une partie, la partie la plus éclairée, la partie la plus militante de la classe ouvrière, mais dans la masse, lisez Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli. On voit bien quel est l'état réel des relations humaines au sein d'un... Et pourtant, ça se passe dans une grande usine de la métallurgie. Donc, voilà, la classe ouvrière n'a pas été épargnée par cela, et la classe ouvrière n'a pas été à l'avant-garde malgré les choses magnifiques qui ont été faites, malgré les exemples de syndicalistes CGT qui ont même parfois perdu leur emploi à cause de leur lutte contre la guerre d'Algérie. Mais dans la masse, les mobilisations, et d'ailleurs c'est aussi simple que ça, regardez la liste des manifestations pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu des manifestations importantes, des manifestations assez violentes parfois, mais les manifestations de masse qui réunissaient véritablement des centaines de milliers de personnes dans la rue, dont les ouvriers, dont les petites gens, eh bien, il n'y en a pas eu.
Il y a eu celle de Charonne et la protestation contre les massacres de Charonne. Point à la ligne. J'ajouterais là au sondage que tu viens d'évoquer, j'ajouterais cet exemple-là. Le patronat cultive la haine des ouvriers français contre les indigènes de colonie, dénonce donc Youssef Benseman dans La Jeune Humanité. Il aurait pu y ajouter, et y réussit souvent, car de l'incompréhension à l'hostilité, il n'y avait parfois qu'un pas. En 1924, des marins de Marseille, pourtant syndiqués à la CGTU, alors en pointe dans les combats internationalistes, se vantent lors d'un congrès d'avoir vidé des bicots et fait goûter les profondeurs de la Joliette à quelques étrangers. Voilà, ça donne quand même... J'ajoute quand même qu'ils ont été mis en minorité, cela. Oui, il faut l'ajouter. Mais bon, pour qu'il soit complet, mais au sein de la CGTU. Voilà. Alors, quels furent les rapports de la famille communiste franco-algérienne avec l'Étoile nord-africaine, puis le PPA, de façon générale avec les nationalistes? Bien, j'ai déjà effleuré un petit peu la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait l'idée, si vous voulez, le principe idéal serait de dire, après tout, ils avaient le même ennemi, le capitalisme, la bourgeoisie française, et donc l'alliance aurait dû être limpide. Ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas à certaines périodes, mais ça n'a pas été le cas en permanence. Tout simplement parce que les communistes avaient des objectifs globaux. Hein, c'est la théorie de Maurice Thorez sur le tout et la partie. Le tout, c'est l'ensemble de la société, de la vie politique nationale et internationale, et la partie, c'est l'Algérie. Et donc, les communistes avaient des ambitions générales pour mener leur lutte, et les nationalistes algériens avaient un objectif unique, ce qui était plus que normal, qui était la reconquête de l'indépendance. Donc à un certain moment, il a pu y avoir convergence, et à d'autres moments, il y a eu divergence. Donc je les ai déjà cités. Convergence, c'est la fondation de l'Étoile nord-africaine. Divergence, c'est le fait que les communistes considéraient que la gauche française pouvait à elle seule résoudre la question coloniale, et donc avec des divergences qui ont été de plus en plus fortes. Il y a eu des moments de rapprochement. Par exemple, le fameux, tristement fameux 14 juillet 53, vous vous souvenez, vous avez sans doute vu le film de Daniel Kupferchen sur les balles du 14 juillet. Le 14 juillet 53, la police, je crois que c'était Martino de Plat, le ministre de l'Intérieur, a tiré sur la foule des Algériens. Et il y a eu des protestations, il y a eu des meetings de protestation, il y a eu un meeting au Cirque d'hiver où il y a eu des orateurs nationalistes et communistes, et également d'ailleurs des gens comme Claude Bourdet, par exemple, qui ont protesté. Il y a eu des cortèges qui ont accompagné jusqu'à Marseille des cercueils des morts, etc., etc. Donc il y a eu des moments de rapprochement, des moments de réelle fraternité. Il y a eu, ce qu'il faut dire également, c'est que au sein, par exemple, de la CGT, la main-d'œuvre algérienne était beaucoup plus syndiquée, très très majoritairement, que la main-d'œuvre française. Ça allait du simple au quintuple. Hein. Il y avait vraiment le MTLD à l'époque avait donné comme consigne aux ouvriers algériens qui étaient dans les grandes entreprises d'adhérer à la CGT pour y faire entendre la voix des Algériens. Donc il y avait au sein de la CGT véritablement des moments de cohabitation fraternelle et de lutte fraternelle. Mais bon, on va sans doute venir ensuite à la guerre d'indépendance. En tout cas, à la veille de la guerre d'indépendance, c'est plutôt un tableau, disons, un kaléidoscope qu'un tableau harmonieux, voilà, pour le dire. Alors oui, venons-en à l'insurrection de 54, donc le déclenchement de la guerre d'indépendance. Comment est-ce que le PCF et le PCA ont accueilli et analysé cet événement? Alors, de façon différente. Et d'ailleurs, toute la période de la guerre d'indépendance va être une période où les analyses des communistes français et algériens ne sont pas les mêmes
avec d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, une particularité, c'est que pendant toute la période précédente, les communistes français étaient en quelque sorte les grands frères qui donnaient des orientations aux communistes algériens, et que pendant la guerre d'indépendance, le rapport s'est inversé, que c'est grâce aux communistes algériens, et je parlerai tout à l'heure du voyage de Larbi Bouali, c'est grâce aux communistes algériens que les communistes français ont compris le saut qualitatif qui venait de se produire en novembre 54. Je reviens là-dessus. Donc, en novembre 54, la première chose qu'il faut dire, c'est que les communistes français sont surpris, non pas par le fait lui-même, mais par les gens qui ont pris l'initiative. Aujourd'hui, le sigle de FLN est connu de tous. N'oublions pas une chose, c'est qu'il est né dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 54. Avant le 1er novembre 54, personne ne savait qui était le FLN. Et j'ai retrouvé dans les archives du PC des discussions qu'avait ce qui s'appelait la section d'outre-mer, qu'on appelle souvent la section coloniale du PCF, avec les leaders nationalistes algériens en France. Ils avaient des relations avec les centralistes et avec les messalistes, je ne vous rappelle pas, vous connaissez tous ça par cœur, hein. Ils avaient des relations avec les deux, mais ils étaient absolument incapables de savoir qui avait pris l'initiative du 1er novembre 54, et il se trouve que c'était une troisième fraction qui avait pris la... Donc pour les communistes français, c'était quand même un certain brouillard. La première chose qu'il faut dire, et c'est un paradoxe peut-être, c'est que contrairement à bien des études faites par des collègues, j'ai retrouvé le mot indépendance très tôt, dans le discours communiste. Quand je dis très tôt, c'est le 6 novembre 54. Le 6 novembre 54, les communistes se réunissent, non pas à propos de l'Algérie, mais se réunissent comme tous les ans à l'époque pour saluer la grande révolution d'octobre. Hein, je vous rappelle que la révolution d'octobre a eu lieu en novembre. Et donc, il y a un discours de Jacques Duclos dans lequel le mot indépendance figure 3 fois. Le mot indépendance, pas spécialement l'Algérie, il parle des trois pays du Maghreb, donc Tunisie, Algérie et Maroc. Donc le mot indépendance figure. Ensuite, il disparaîtra pour réapparaître, j'y reviendrai. Mais bon, ça c'est la première chose. En même temps, la forme désarçonne. La forme désarçonne, car il s'agit de mouvements épisodiques qui ne sont manifestement pas, je parle dans la façon d'observer des communistes français, qui ne sont manifestement pas préparés d'une façon harmonieuse. Donc il va y avoir, d'une part, il va y avoir deux choses dans le premier communiqué du bureau politique du Parti communiste français. Il va y avoir deux choses. Premièrement, bon, le mot indépendance ne figure pas. Par contre, le mot aspiration nationale, dénonciation de la situation coloniale, enfin tous ces concepts figurent. Et il figure également une formule, qui est une formule qui sera longuement et à juste titre reprochée aux communistes français, c'est de dire qu'il y a peut-être derrière cette insurrection de novembre 54, non pas un mouvement populaire profond, mais peut-être un mouvement aventuriste, voire même éventuellement inspiré par des éléments réactionnaires. Donc voilà, c'est cette phrase-là qui va être une phrase absolument catastrophique et qui va être reprochée très longtemps aux communistes français. Donc, ceci étant dit, l'étude, cette fois-ci non pas des archives, mais de la presse, j'ai regardé l'Humanité ligne par ligne de novembre 54. Dans l'Humanité de novembre 54 figure le mot guerre. Le mot guerre figure immédiatement. Figure le mot napalm. Figure le mot torture. Je vous signale, où tout le monde parle du premier article de Claude Bourdet dans l'Observateur de janvier-février 55. L'Humanité dénonce les tortures dignes de la Gestapo en novembre 54. Donc voilà, tout ça c'est un tableau qui est ni blanc ni noir, mais qui montre d'une part une sorte de réaction spontanée due à une culture anticolonialiste, mais en même temps donc cette méfiance. Donc voilà, ça c'est la toute première analyse des communistes français. Mais tu vas finir de répondre à mes questions. Alors, sur le Parti communiste algérien, les choses sont très différentes. Les choses sont très différentes. D'abord parce que, et ça je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de témoins survivants, malheureusement d'autres sont partis entre-temps, ils n'ont pas été surpris par le fait. Ils ont été surpris par la date, évidemment. Ils n'étaient absolument pas dans les
absolument pas dans les confidences des gens du FLN, comme vous le savez d'ailleurs la plupart des nationalistes algériens. Les dirigeants du MTLD n'étaient absolument pas, et même la plupart des centralistes n'étaient absolument pas informés de la date du déclenchement. Donc les communistes algériens ont été surpris par la date, mais pas par le fait. Ils disaient que manifestement, il y avait une fermentation qui était en train de se faire. N'oubliez pas une chose, parce qu'aujourd'hui encore, on oublie trop ces choses-là. N'oubliez pas une chose, c'est que le reste du Maghreb est en feu à l'époque. En 1954, le mont Fellaga est apparu en Tunisie, et non pas en Algérie. Le mont Fellaga est apparu en 1952 en Tunisie. La Tunisie elle est à feu et à sang, les massacres du Cap Bon qui datent de 1952. La déposition du sultan du Maroc qui date de 1953. Donc il était absolument évident qu'à un moment ou à un autre, l'Algérie entrerait dans ce cycle de protestation anticolonialiste. Donc les communistes ne sont pas spécialement surpris par le. Par contre, ils sont dans l'ignorance de savoir qui exactement est à l'origine de cette insurrection. Donc il va y avoir une période de tâtonnement. Et à un certain moment, il va y avoir, j'ai retrouvé un comité central de mai 1955 qui est particulièrement important parce qu'il y a une sorte d'analyse autocritique. Donc mai 1955, c'est un retard par rapport à novembre 1954, mais enfin, le communisme a eu d'autres retards dans son histoire qui étaient plus graves. Donc mai 1955, le Parti communiste algérien va analyser, donc ça c'est des débats internes, que j'ai retrouvé, va analyser l'insurrection de novembre 1954 comme un véritable saut qualitatif avec une dimension autocritique en disant nous n'avons pas suffisamment compris le caractère national qui était en train de s'affirmer et que nous devons à notre tour valoriser ou exalter plus. Donc ça va être le moment d'ailleurs, un certain moment de basculement où la direction du Parti communiste algérien va entièrement passer à une sorte de triumvirat, donc c'est des noms que vous connaissez, Bachir Hadjali, Sadek Hadjerès et Ahmed Akash, hein, c'est les trois grands dirigeants. Ahmed Akash va devenir secrétaire général du PCA, au détriment d'un certain nombre d'autres cadres, par exemple, on pense à André Moine, qui est parfois critiqué parce qu'il était passé peut-être même sans aucun doute à côté de la dimension nationale de novembre 1954, mais en tout cas c'est le moment où la direction du PCA va véritablement s'engager dans la lutte. Juin 1955, donc un mois plus tard, décision de former les combattants de la libération, c'est-à-dire des sortes de premiers groupes armés parallèlement au FLN, parce que je vous rappelle que c'est un moment où il n'y a pas encore de rapport avec le FLN. Septembre 1955, le Parti communiste algérien est dissous par le gouvernement de la 4e République et les dirigeants clandestins, à partir et surtout Sadek et Bachir Hadjali, vont essayer de prendre contact avec les dirigeants du FLN. Et les dirigeants, les premiers contacts n'auront lieu, par contre, je crois que c'est avril 1956. Donc pendant un an, il va y avoir une sorte de jeu de chat et la souris, au cours desquels les communistes algériens vont essayer de demander au maximum de participer à la lutte armée. Donc finalement, les dirigeants du FLN vont accepter avec la précision que les communistes qui rejoignent la lutte armée le feront à titre individuel et non pas en tant que communistes et seront des militants du FLN sous le contrôle du FLN. Et à contrario, le Parti communiste algérien refusera ce que moi j'appelle un diktat du FLN, à savoir de renoncer à leur identité politique, c'est-à-dire que le Parti communiste algérien, même clandestin, continuera son activité. On retrouve dans les archives des tracts de leur journal clandestin qui s'appelait Liberté jusqu'à 1962. Hein. Donc il y a eu une activité politique, mais les communistes en tant que tels montaient au maquis ou rejoignaient la résistance urbaine en tant qu'individus qui devenaient des militants du FLN comme l'a été Fernand Yveton par exemple, ou Raymond Péchard, ou comme beaucoup disaient. Alors on ne peut pas ne pas évoquer l'un des éléments les plus polémiques de toute cette histoire, à savoir le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 par les députés du PCF. Comment peut-on aujourd'hui évoquer cet épisode en le remettant dans le contexte pour le soustraire à la polémique ?
Bien, oui, c'est un moment très particulier. C'est une sorte de, je dirais, de retour, on peut appeler ça de retour de maladie infantile peut-être. C'est une sorte de reprise du raisonnement du Front populaire. Bon, je vous l'ai déjà décrit tout à l'heure. La gauche peut, à elle seule, permettre de sortir d'une situation pénible et même, dans le cas précis, d'une guerre. Bon, je ne prends pas ça à mon compte, je dis la logique du raisonnement. Alors, d'abord la chronologie. Décembre 1955, le président du Conseil, à l'époque, s'appelait Edgar Faure. Il décide la dissolution de l'Assemblée nationale en espérant obtenir une meilleure majorité. Finalement, ça tournera au vinaigre pour lui, bon, par la suite d'ailleurs. Finalement, c'est une majorité de gauche qui se dégage aux élections du 2 janvier 1956. Le 2 janvier 1956, c'est quoi? Il y a d'une part ce qu'on appelle un front républicain, une alliance entre les radicaux de Mendès France et les socialistes de Guy Mollet, qui obtiennent 27% des suffrages, et par ailleurs du Parti communiste français qui obtient 25% des suffrages. Donc on est à 52. Arithmétiquement, la gauche est majoritaire. Et donc, il va y avoir ce qu'aujourd'hui on peut appeler une illusion absolue sur le fait que le gouvernement de gauche, sans les communistes, mais avec le soutien des communistes, peut effectivement aboutir à une cessation de la guerre, ou en tout cas à une prise de contact avec les patriotes algériens. S'appuyant sur une formule très vague de Guy Mollet, qui avait dit, Guy Mollet était le secrétaire général du Parti socialiste, Guy Mollet qui avait dit qu'il fallait mettre un terme à cette guerre imbécile et sans issue. C'était pas d'un révolutionnarisme sans rivage, mais enfin en tout cas c'était quand même déjà une première formule. Donc il va y avoir cette idée. Et donc les élections ont lieu le 2 janvier 1956, le 3 janvier 1956 au matin, l'Humanité titre « Vive le nouveau Front populaire ». Vive le nouveau Front populaire. En plus, c'est le 20e anniversaire du Front populaire, donc il considère qu'il y a une sorte de nouvelle chance pour un Front populaire en France. Et donc, c'est cette idée qui va présider à la confiance, dans l'activité du gouvernement, et cette confiance va, à la limite, on aurait pu penser que. Alors, je vous dis tout de suite, le vote des pouvoirs spéciaux, c'est le 12 mars 1956. On aurait pu penser que si le vote des pouvoirs spéciaux avait eu lieu en janvier, ça aurait été une erreur tactique. Mais c'est beaucoup plus que ça. D'abord parce que il faut bien savoir qui était Guy Mollet. Guy Mollet était donc secrétaire général du Parti socialiste, lequel parti il avait pris la direction de la SFIO en 1946. Donc depuis 10 ans déjà, c'était pas un jeune politicien. C'est lui qui avait dirigé le Parti socialiste pendant toute la guerre d'Indochine, au cours de laquelle les socialistes avaient participé au gouvernement jusqu'à 1951. Donc les socialistes avaient été co-responsables de la guerre d'Indochine. Et puis c'était un homme qui avait dans ses rangs, un parti qui avait dans ses rangs des gens qui étaient des bellicistes connus, comme je pense à Max Clojon par exemple, des noms aujourd'hui oubliés, mais qui étaient des bellicistes très actifs, donc pendant la guerre d'Indochine. Deuxième aspect qui fait que la politique des communistes s'est totalement fourvoyée en mars 1956, c'est qu'entre l'intronisation de Guy Mollet, donc le 31 janvier 1956, et les pouvoirs spéciaux du 12 mars, il y a eu le voyage de Guy Mollet à Alger, le 6 février 1956, dont je rappelle ça, c'est cette chose fameuse. Hein. Guy Mollet arrive en mouvement de torse en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, je vais imposer au pied noir ma politique de paix et de négociation ». Et finalement, il repart, je ne vais pas employer d'expression triviale, mais il repart honteux en France, et finalement il n'impose pas du tout sa solution. Au contraire, il capitule et il met au poste de commandement en Algérie Robert Lacoste, qui s'avérera un des pires ennemis du peuple algérien. Donc, sachant cela, on peut être quand même étonné que les communistes continuent à penser qu'il est possible d'accorder la confiance à ce gouvernement. Et pourtant, c'est ce qui va se produire. Il va y avoir un raisonnement disant, en gros,
ce gouvernement-là est ballotté entre la pression des ultras, la pression des partisans d'Algérie française, la pression de la droite. N'oubliez pas que les poujadistes sont très forts, parmi lesquels Jean-Marie Le Pen, hein, sont très forts à l'Assemblée nationale à l'époque. Donc, contrebalancer cette pression de la droite et des ultras par une pression du peuple, par une pression unitaire en faveur donc d'un rapprochement SFIO-PCF. Et l'humanité de cette période va montrer un certain nombre de choses qui aujourd'hui paraissent quand même assez minces, quand même, des résolutions de conseils municipaux, où il y avait socialistes et communistes ensemble, des délégations d'ouvriers CGT, Force ouvrière, qu'il y avait à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est pas la pression des masses, ça, c'est des mouvements épisodiques qui ne correspondaient pas à quelque chose de profond dans la population. Et finalement, malgré cela, malgré cette limite, les pouvoirs spéciaux vont être votés. Les pouvoirs spéciaux... Les pouvoirs spéciaux vont être votés dans des circonstances qui sont extrêmement... Alors là, par contre, les archives m'ont beaucoup servi. Le bureau politique se réunit le 12 mars 1956 au matin et décide finalement le vote en faveur des pouvoirs spéciaux. Le groupe parlementaire, qui doit donc s'exprimer dans le courant de la journée, se réunit à 14h à l'Assemblée nationale. Et alors je n'ai pas le nom, mais je suis à peu près sûr que c'est Jacques Duclos qui vient présenter au groupe parlementaire la décision du bureau politique. Je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure que les communistes à l'époque se considéraient comme une armée disciplinée, donc il n'était pas question de ne pas appliquer la décision du bureau politique. Il va y avoir, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai retranscrit, il va y avoir des engueulades très très violentes au sein du groupe parlementaire. Il va y avoir une demi-douzaine de députés communistes qui vont protester, et il va y avoir même un Pierre Courtade, qui n'était pas député mais qui était journaliste à l'UMA, qui va avoir un véritable accrochage avec Jeannette Vermerge. Bon, ça s'engueule ferme, mais ça vote. Et donc finalement, le groupe communiste, par discipline, va voter en faveur des pouvoirs spéciaux. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de gens. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelait Jean Cordillo, qui était député de Lyon, qui est décédé maintenant, mais qui m'avait dit qu'à l'époque, il était jeune député. Il m'a dit, oui, j'ai voté vraiment avec beaucoup pas de réticence, mais même de désespoir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le Gers, qui n'était pas un haut lieu du combat prolétarien, mais il y avait un député dont j'ai oublié le nom, un député dans le Gers, un député communiste, et j'ai présenté ce bouquin et à Auch, et il y a un monsieur qui s'est levé dans la salle et il m'a dit, voilà, je suis le fils de ce député. Il m'a dit, mon père est décédé, et mon père était fier de ses engagements communistes de toute sa vie, sauf les pouvoirs spéciaux. Il dit, mon père a voté les pouvoirs spéciaux à contre-courant, et finalement, il l'a regretté toute sa vie. Donc, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène extrêmement important qui va y compris déchirer. Alors, au-delà des rangs du groupe parlementaire, ça va déchirer le parti. Il va y avoir, pas seulement chez les intellectuels, ces éternels enquiquineurs, mais également dans des cellules ouvrières, on a des traces qu'il y a eu des hésitations, des protestations. Beaucoup d'Algériens qui étaient membres du Parti communiste français ont quitté le PCF à ce moment-là. Donc il y a eu véritablement des dégâts collatéraux très graves et qui ont fait un fossé entre communistes et nationalistes, c'est absolument évident. Alors, en même temps, c'est Macron qui dit ça habituellement, mais dans le même moment, c'est d'ailleurs paradoxal, parce que quand on regarde les activités communistes de l'époque, même après le vote des pouvoirs spéciaux, il y a des initiatives. Les premiers mouvements de protestation contre les rappelés, contre l'envoi des rappelés en Algérie, beaucoup de communistes sont à l'initiative, pas seulement, mais beaucoup de communistes sont à l'initiative. Il y a une activité multiforme. Un moment qui par contre devrait être rappelé
pas à la gloire, mais en tout cas au bénéfice du PCF, le PCF est le seul parti qui proteste 6 mois plus tard contre l'agression anglo-franco-sioniste contre l'Égypte. Hein, c'est une chose oubliée aujourd'hui. Hein. Octobre 56, octobre ou novembre 56, c'est un moment où les forces unies de la France, du Royaume-Uni et d'Israël attaquent violemment et au mépris de toute loi internationale l'Égypte, et tous les Français, sauf les communistes, regardez les débats, j'en cite certains dans mon bouquin, des débats à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est 56 aussi. Donc, je veux dire, le bilan de cette année est terrible pour les communistes, mais ça n'a pas complètement bloqué leur activité anti-guerre. Merci Alain pour ce tour d'horizon très clarifiant. On aura encore bien des questions à te poser, mais nous allons laisser la parole à vous, à la salle. Qui veut prendre la parole? Anne, il y a quelqu'un pour passer le micro? J'aurais beaucoup de questions, et je limiterai, je vous rassure. Simplement pour vous dire que j'ai personnellement vécu cette guerre, certains par le petit bout de regard d'enfant, et en particulier le premier jour où je suis allé à l'école, j'ai trouvé que le directeur avait été expulsé, c'était un communiste, en octobre 55, et donc j'ai pas... Pardon, vous étiez en Algérie? Oui, en Algérie. Oui, c'est ça. Il a été expulsé. C'était pas un pied noir. Hein. Il a été expulsé avec un de ses collègues qui était donc instituteur comme lui. Et donc voilà, il n'y a pas de classe. Et puis d'ailleurs l'école a été transformée en camp militaire. Voilà. Donc c'est pas tout blanc tout noir. Effectivement, l'histoire, comme vous l'avez si bien rappelé, c'est bien que le temps d'un regard un peu lucide s'installe sur cette période de notre passé. Alors, j'ai deux questions à vous poser. L'une concerne quelqu'un que vous avez cité, c'est Amos Gan qui a été donc un des secrétaires, c'était pas le premier, mais quasiment, il était le premier, voilà, secrétaire du PCA. Et puis la manière dont il a quitté le PCA reste à ce jour encore pour moi une énigme. Il s'est rapproché d'un courant un peu islamique, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, les ulama, sur le plan culturel, il les a beaucoup aidés, et il a même servi d'interface entre eux et Camus, etc. Donc je ne sais pas quelles sont ses motivations. J'ai lu ses livres, enfin son livre en particulier, Le meilleur combat, qui soit dit en passant, le titre est tiré du Coran, déjà, ça illustre le virage qu'il a fait. Je n'ai pas saisi sa motivation. Ce qu'il explique dans Le meilleur combat, il attaque les positions communistes, ce serait à cause de l'indépendance. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça, en raison de l'attitude qui était la sienne à l'époque du Congrès musulman, où les ulama étaient précisément avec le Parti communiste algérien, et la seule tendance qui avait été écartée alors, l'ULMA aussi, c'était précisément l'étoile nord-africaine, et je pense que c'était à cause de l'indépendance. Donc bon, à mon avis, il réécrit un peu son passé, mais je ne sais pas justement si vous avez des lumières là-dessus. La deuxième question, et ça sera la dernière, hein, il y en aurait beaucoup d'autres, mais ça concerne Nejlem, qui dans la mémoire algérienne est liée aux élections de 1948, et notamment par le trucage qui les a caractérisés. Et puis, bon, moi je l'étais resté là, et dans tous les livres sur le mouvement national, on rappelle cet aspect des choses. J'ai lu ses mémoires, et il dit tout autre chose. Il dit tout autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a été donc envoyé d'ici, c'est pas un pied noir du tout, pour se retrouver gouverneur en Algérie, et il dit en particulier que c'est lui qui a supprimé les 2 collèges, même dans l'enseignement. Il y avait effectivement l'enseignement pour les indigènes en 1948, ça c'est un fait avéré par contre, c'est vrai. Et qu'il a dû émettre des circulaires pour interdire la torture dans le commissariat, et que concernant les élections, il semblait ne rien contrôler en fait, qu'il y avait une administration, il était à la tête d'une administration qui lui échappait totalement, qui lui donnait des instructions, et qui... alors je ne sais pas quelle est... Ce n'est absolument pas l'image que l'on garde en Algérie, ni que les historiens, de manière à peu près unanime...
Bonsoir Georges Paul-Langevin. Je voulais témoigner que, je ne sais pas si vous avez parlé dans votre livre du rôle des avocats communistes, parce que j'en ai connu beaucoup qui étaient aux juristes démocrates, notamment Marcel Manville ou Roland Rapaport, et ça a été un moment très important de leur vie militante et de leur vie d'avocat que de faire ces procédures, parce que c'était à l'époque très très dur. Pratiquement à chaque fois ils avaient des condamnations à mort. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie avec eux, et c'était un souvenir qui était encore très prégnant pour eux que cette période de combat très très difficile. Voilà, et bien merci Alain, merci à vous. Avant de nous retrouver pour continuer la discussion et autour de ce bouquin, si vous souhaitez l'acquérir, je vous annonce que le 27, dans une quinzaine de jours, le 27 novembre, ce sera notre prochaine soirée littéraire, et Areski Mettreff vous présentera son dernier ouvrage qui est une fable politique très surprenante qui s'appelle La rue de la nuit. Merci à vous.